Salut Vetters, Patrick ici avec VetEd. Nous avons un super programme pour vous aujourd'hui. Le physicien de la NASA, Kevin Knuth, est récemment allé sur le podcast de Danny Joe et j'ai pas mal de moments forts de l'interview. Savons-nous quelque chose à propos de tout ça? Très peu. C'est un sujet frustrant pour moi, c'est tout. C'est vraiment frustrant. Je pense que très peu de choses naturelles sont connues et je pense que notre gouvernement en sait très peu et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la divulgation ne se fait pas plus rapidement parce que je ne pense pas qu'ils sachent quoi divulguer. Vraiment? Oui, honnêtement, je ne pense vraiment pas. Oui, je ne pense pas. Parce que ça va soulever beaucoup plus de questions auxquelles ils n'ont tout simplement pas de réponse. Allons-y. Nous avons une super histoire d'OVNI des années 80 qu'il aborde. Il parle aussi de ne pas vraiment se lancer dans la recherche sur l'antigravité parce qu'il connaît des amis qui s'y sont lancés et ont été menacés. C'était dangereux et il s'en éloigne un peu. C'est intéressant. Combien d'autres personnes sont menacées? D'accord, Vetters, veuillez appuyer sur le bouton J'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le bouton S'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Tout d'abord, es-tu au courant de ces choses-là? Et quel est ton avis? Ouais, je n'ai pas passé beaucoup de temps à me pencher sur la recherche antigravité. Ce n'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Et cela semble être quelque chose que les gens ne veulent pas étudier pour une raison quelconque. Vous savez qu'il y a toujours des rumeurs sur des gens qui essaient de l'étudier et qui se font harceler et pire. Alors, j'ai entendu des rumeurs comme ça qui me font... Vraiment? Je vais rester avec les ovnis. Et ce n'est toujours pas entièrement sûr. Alors, mais c'est ce que... Vous connaissez des gens qui ont été harcelés en s'intéressant aux trucs d'antigravité? Oui. Comment? Je connais des gens, oui. Comme des universitaires? Je connais des personnes dans des entreprises privées qui ont fait ça, oui. Vraiment? Donc des gens avec qui vous avez travaillé et étudié et... Dans une certaine mesure, oui. Je connais personnellement certainement. Je connais personnellement bien dans un cas, oui. Vraiment? Encore une fois, donc cette idée qu'il s'intéresse à la recherche sur l'antigravité principalement parce qu'il connaît des personnes qui ont été menacées par cela est fascinante, n'est-ce pas? Juste quand vous voulez rejeter cela, vous ne pouvez vraiment pas. Quand ça, il se passe quelque chose là-bas. Quelque chose ne va pas. Pourquoi seriez-vous menacé en cherchant quoi que ce soit? N'est-ce pas? C'est tellement étrange. Je suis curieux de savoir ce que vous allez dire dans les commentaires à ce sujet parce que j'ai trouvé que cette partie en particulier est peut-être la plus fascinante de toute l'interview, lui disant cela, pour être honnête avec vous. Je pense que les implications sont énormes. N'est-ce pas? C'est énorme. Combien d'autres scientifiques ressentent la même chose que Kevin? Il doit y en avoir plus d'un et c'est inacceptable. Donc, supprimer la recherche, n'est-ce pas, sur quelque chose... Pourquoi? Même quelqu'un d'aussi sceptique que moi se demande pourquoi faire ça s'il n'y a rien. Cela n'a pas de sens. D'accord, passons au prochain extrait. Penses-tu qu'il est possible que tout cela soit genre des trucs militaires dont nous ne savons rien? Non. Non, absolument pas. Pour une bonne raison, et la raison est juste là sur votre étagère. Le livre de Richard Dolan sur les OSN. Richard Dolan a un nouveau livre sur... Objets submergés non identifiés. D'accord. Et ces choses ont été observées et enregistrées dans les journaux de bord des navires depuis plus de 150 ans. Vous avez des rapports des années 1000 à 1800 d'un disque sortant de l'eau, planant à côté du navire, puis s'élançant dans les nuages. Cela dure depuis 150 ans. D'accord, oui, mais... Tu ne peux pas, et une fois que tu sais que ces cas existent, tu ne peux pas simplement dire « ça doit être russe ou chinois ». Cela ne tient plus la route. C'est ridicule. Oui, mais ne penses-tu pas qu'il est possible que nous ayons pu mettre la main sur certaines de ces choses et, genre, les recréer nous-mêmes? Donc, certaines des choses d'aujourd'hui pourraient être des technologies secrètes modernes. La technologie militaire, c'est vrai. Mais les cas des années 1800 ne peuvent certainement pas. Que tu ne peux pas expliquer avec la techno. Et donc vous ne pouvez pas, vous n'éliminez pas l'hypothèse extraterrestre ou non humaine simplement en regardant la technologie militaire d'aujourd'hui. L'argument aujourd'hui, les cas vieux de 150 ans, vous devez abandonner cela. Donc, encore une fois, c'est tellement intéressant. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kevin. Une partie pourrait encore être de la technologie, même si X, Y, Z, n'est-ce pas? Il mentionne le livre de Richard Dolan et je comprends tout ça. Et il fait un excellent point, mais je dirais quand même qu'il ne peut vraiment pas y avoir d'absolu dans cela. Vous savez, peut-être pas tous, c'est ce que je pense qui serait le mieux. Comme, oui, pas tous, certains pourraient l'être, mais pas tous, n'est-ce pas? Tous, il y a trop d'observations. Donc, la vérité doit se situer quelque part au milieu, ce qui est fascinant.
Et l'équipe SCU, l'une des études qu'ils ont réalisées, c'est qu'ils ont étudié les observations sur les bases militaires, les centres de population et les centres nucléaires. Et ils ont étudié ceux-ci des années 1940 aux années 1970 et ils ont une série de documents sur ces sujets. Mhm. Et ils ont trouvé que le nombre d'observations au centre nucléaire est statistiquement significativement plus élevé que les observations aux bases aériennes ou de l'armée à proximité ou des centres de population. Ces choses traînent clairement dans les sites nucléaires. Oui. Et en fait, cela se produit dès le début. Cela commence, en réalité, lorsque les sites nucléaires étaient en cours de création, lorsqu'ils ont commencé la construction. Intéressant. Ce qui est vraiment étrange parce que comment quelqu'un pourrait-il savoir ce qui allait être fait là-bas, n'est-ce pas? Donc c'est soit assez intelligent pour, soit intelligent. Comme le flump avant que les bombes nucléaires soient réellement là. Avant que les bombes nucléaires ne soient réellement là, les ovnis étaient là à observer. Et ils ont continué à observer jusqu'en 1952. Et puis ont chuté et ne sont jamais, et ces niveaux ne sont jamais revenus. Donc, c'était clairement, nous observions la création de ces sites nucléaires. Maintenant, la connexion entre les ovnis et le nucléaire est une partie tellement fascinante de ce sujet parce qu'il y a clairement quelque chose là, n'est-ce pas? Quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Je me suis toujours demandé pourquoi les explosions nucléaires seraient si importantes pour eux. Parce qu'ils sont tellement avancés, ça semble être une goutte d'eau dans l'océan pour eux, comme « Ah, regardez-les, ils jouent avec des bombes nucléaires. » C'est comme nous jetant une pierre dans une flaque, vous savez. C'est comme rien. C'est comme ça que je l'imagine. Je veux dire, parce que nous avons des réactions nucléaires qui se produisent dans l'espace tout le temps. Le Soleil, bonjour. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Ah, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce si important ici? Sont-ils juste inquiets que nous allons nous blesser? Ou, je veux dire... C'est vraiment la seule chose, parce que pour eux, ce ne serait rien, mais entre nos mains, c'est comme, ce n'est pas une bonne idée. C'est pourquoi la théorie des enfants avec des allumettes fait un peu, pour eux, ce n'est pas un gros problème, comme une allumette pour nous, mais vous la donnez à un enfant, pas une si bonne idée, n'est-ce pas? Donc, vous savez, je commence à y croire de plus en plus honnêtement. D'accord, passons maintenant à ce dernier extrait où Kevin et Danny discutent de cette vieille affaire des années 80 au Japon. C'est absolument fascinant. Kevin adore ça, Danny adore ça, j'adore ça. Écoutons un peu plus sur cette affaire. Mais ensuite, vous avez des histoires comme celle-là, le vol de la compagnie aérienne japonaise des années 60, où c'est eux. C'est 1986. 86, c'est bien ça? Et je pense que c'était un avion cargo qui volait à travers l'Alaska. Et ils ont dit que c'est... tout d'abord, il a dit qu'il y avait ces deux petites lumières qui, comme, sont apparues et se déplaçaient devant eux comme des extraterrestres. Mais oui. On dirait ça, mais en projetant la lumière. Faisceau dans le cockpit. Oui. Il fait chaud. Oui. Et effrayant les pilotes. Et le pilote a juste dit qu'il a tendu la main dans sa mallette pour sortir un appareil photo afin de les prendre en photo et ils ont juste disparu. Et puis quelques minutes plus tard, ce vaisseau mère apparaît qui était comme la taille... La taille. De la taille d'un stade de football ou quelque chose comme ça. La forme d'une noix. C'est environ 1000 pieds de diamètre. Il a dessiné un incroyable... Ariel, il avait fait une illustration incroyable, Steve. De la taille que c'était, il a dessiné une image de l'avion qui est piloté comparé à la taille de l'engin. Ce qui est, vous pourriez probablement le trouver sur cet article Wikipédia, ou si vous tapez le nom du gars, le nom du pilote et le vol cargo de la compagnie aérienne japonaise, Oui, Kenji Terauchi. C'est incroyablement grand. D'accord, c'est le... Oui, il y a un petit croquis en haut, je pense. D'accord, ces deux-là. Ce sont les deux rectangulaires. Non, ce n'est pas ça. Les choses. Et puis, ouais, voici un autre croquis. On dirait d'un croquis sur une serviette. Vous saurez quand vous le verrez. Ah, mais ouais, ça c'est quelque chose, surtout dans les années 80, comme quelque chose d'aussi grand, c'est comme, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pourrait être... La meilleure chose à propos de cela, la chose incroyable à propos de cela, c'est que les données radars existent et vous pouvez analyser les données radars. De cet incident? De cet incident. Ils ont 45 minutes de données radar et beaucoup d'entre elles ont été confisquées par l'équipe scientifique du président Reagan et la CIA et le FPO. Ils sont tous venus pour les confisquer, mais j'oublie son nom. Oui, c'est ça. C'est ça, Steve. C'est un peu de basse qualité, mais... J'ai aussi une image du gars. Oh, magnifique. Agrandis-le. Peux-tu le jouer? Peux-tu l'agrandir pour qu'on puisse le montrer aux gens? Regarde ça. Alors... Ouais, donc... Tu vois, Doc Callahan. Qu'est-ce que c'est? C'est fou! Ce truc est genre... C'est comme 100 fois la taille de l'avion. Exactement. Tu peux mettre 100 de ces avions à l'intérieur de ce truc.
Et donc, vous savez, quand les gens, vous savez, sont sceptiques à ce sujet, je me dis, à quel point ce type a-t-il pu se tromper? D'accord, peut-être qu'il se trompe de 20% sur la taille, vous savez? Oui, pour que cela devienne une histoire raisonnable. D'accord. Il devrait se tromper de beaucoup. D'accord. D'accord. Et il le décrit alors qu'il se déplaçait devant l'avion, il ne pouvait pas voir, hors du cockpit, l'engin était là. Je veux dire, c'est terrifiant. Et il était terrifié en parlant au contrôle du trafic aérien. Et je le serais aussi. Je veux dire, c'est terrifiant. Comment l'histoire est-elle sortie, je me demande? Et, Peux-tu imaginer qu'il demandait cela? Oui, il s'est échappé. Il s'est échappé assez rapidement. N'ont pas pu mettre le couvercle dessus, oui. Et puis Callahan a dû remettre tous les matériaux à l'équipe scientifique de Reagan. Et puis, mais il avait gardé des copies pour lui-même, cachées dans une boîte sous son bureau. Et il les a gardées sous son bureau pendant environ 20 ans. Quel fait? Il travaillait, John Callahan, qui était le chef des accidents et des enquêtes de la FAA. D'accord. Oui. Et il a gardé ce matériel pendant environ 20 ans, avant de le rendre public. D'accord, par ailleurs, regardez, je mettrai un lien ci-dessous pour aller voir cette interview complète dans le podcast de Danny Jones. Homme absolument phénoménal. Je le recommande vivement. 2 heures, si vous voulez voir l'intégralité. Il couvre beaucoup de sujets. Et Kevin est juste technique, sans drame. Juste en train de parler d'OVNI. Un gars très fiable. Je le trouve assez crédible pour être honnête avec vous. Assez intéressant à écouter pour être honnête avec vous. Alors, de toute façon, d'accord. Les amis, laissez vos commentaires ci-dessous. On se voit dans la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paye!